Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Salut, aujourd'hui on va parler numérique avec Aurélien Deragne, co-créateur de la fresque du numérique. Bonjour Aurélien et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Bastien, bonjour, salut tout le monde. Notre première question concernant le numérique dans cet épisode, c'est comment va ta planète ? Elle va moyen, je dirais. Elle va moyen parce qu'elle est engagée sur un modèle qui n'est pas très soutenable. Et on est en train de buter maintenant très sérieusement sur plein de limites planétaires qui commencent à poser problème. Et donc, c'est quand même ennuyeux. Ça pose beaucoup de questions. Donc, on parle de carbone, évidemment, on parle de dérèglement climatique, mais pas que. Il y a des pénuries de ressources, il y a des menaces sur la biodiversité. Et donc, la planète, globalement, va pas très bien. Et il se trouve que le secteur du numérique, le fameux secteur dématérialisé, n'est pas du tout dématérialisé et il illustre vraiment toute cette pression qu'on met sur notre planète, justement, et il contribue plein des limites planétaires, contribue au fait qu'on bute sur de plus en plus de limites planétaires. Donc le numérique est vraiment un bon exemple de ce qu'il faut pas faire, ou en tout cas qu'il faut faire autrement. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées justement de ces impacts du numérique que l'on dit aujourd'hui dématérialisé ? En fait, on utilise le mot dématérialisé, qui est un leurre, parce que les impacts ne sont pas sous nos yeux. Et en fait, quand on utilise un objet numérique, très souvent, ça fait pas de bruit, ça bouge pas, et parce que c'est électrique. Et donc ça donne l'illusion qu'il y a rien derrière. C'est fluide, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de vibration. Tout se passe comme si il y avait aucun impact matériel du coup, alors qu'en fait, si derrière le numérique, il y a plein d'objets matériels, il y a plein de réalités matérielles, et du coup, à la fin, il y a plein d'impacts matériels, environnementaux, très réels. Donc, d'abord, on a besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner le numérique, mais aussi pour le fabriquer. Donc, on utilise beaucoup d'énergie. Or, la situation actuelle, c'est que cette énergie, elle est très souvent d'origine fossile, ce qui, du coup, contribue au dérèglement climatique. On utilise ces énergies fossiles en les brûlant. Quand on les brûle, ça émet du CO2 et ça contribue au dérèglement climatique. Le numérique contribue à ça par toute l'énergie qu'il consomme pour fabriquer, mais aussi pour la phase d'utilisation, parce que dans le monde, beaucoup de l'électricité est produite à partir d'énergie fossile. C'est pas trop le cas en France, donc on l'a pas forcément en tête, mais dans le monde, c'est vraiment la situation. Ouais. Il y a l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, où par exemple, l'électricité est beaucoup faite à partir de charbon. Donc beaucoup d'énergie dans le numérique, mais aussi beaucoup de matière, beaucoup de métaux notamment. Et tout ça, c'est comme tous ces métaux, c'est comme les énergies fossiles. Ça sort pas d'un chapeau, et en fait, on doit faire beaucoup d'efforts pour récupérer tout ça. Et à la clé, il y a beaucoup d'impacts environnementaux liés à l'extraction et au raffinage. Il y a aussi beaucoup de consommation d'eau, et petit à petit, ça provoque des pénuries. Voilà, on manque de certaines manières, et parfois de manière critique. Et puis, au passage, on génère des pollutions. Voilà, des pollutions. Donc ça nuit à la biodiversité, même à l'espèce humaine, à chaque fois qu'on produit tout ça. Et puis pour finir, le numérique, c'est aussi la fin de vie. La fin de vie, les objets qu'on utilise, ils finissent par devenir des déchets, et malheureusement très vite. Et malheureusement, on ne sait pas gérer ces déchets. On a tous l'illusion, on a tous en tête l'image de grandes machines dans lesquelles on pose nos téléphones, par exemple, et plop, 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 tout est démonté, et en sortie de machine, hop, il y a un nouveau téléphone, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on collecte très peu nos déchets électroniques, et sur ce peu de déchets électroniques qu'on a collectés, on sait récupérer très peu de matière. Donc au final, il n'y a que quelques petits pourcents, 2, 3, 4% de la matière du numérique qui est effectivement récupérée pour être réinjectée dans le cycle. Et tout le reste est mal traité et finit d'une manière ou d'une autre
dans l'environnement d'une manière polluante, soit par les sols, soit par les fumées toxiques. Et donc là aussi, le numérique contribue à l'atteinte de nos limites planétaires. Donc le numérique, c'est tout ça et c'est problématique. Et le pire, c'est que c'est un bon exemple de notre mode de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le numérique pour lequel on peut faire ce genre de constat, malheureusement. Mais le numérique est vraiment symptomatique. Il touche à beaucoup de nos limites planétaires et il est vraiment en plein dans notre mode de vie et où on essaye d'aller le plus en plus vite, notamment sur le numérique, en étant persuadé que c'est cool. Alors, il y a une notion qui est intéressante que tu as parlé, c'est vraiment tout ce que l'on utilise pour fabriquer, la part de la fabrication, ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Moi, dans l'exemple que j'avais participé dans votre atelier, qui est la fresque du numérique, dont on parlera plus tard, c'est que pour fabriquer un PC de 2 kg, donc c'est à peu près le PC que j'utilise actuellement, il faut 800 kg de ressources, ce qui est énorme, parce que 800 kg, c'est quand même le poids d'une girafe, donc c'est juste fou. Et en plus de ce sac à dos écologique, c'est qu'en fait, on est beaucoup à avoir ce sac à dos écologique. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du nombre d'équipements numériques? Parce que souvent, on pense que c'est le PC, le téléphone, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'objets numériques. Oui, absolument. À l'heure actuelle, on compte en utilisation environ 1,5 milliard d'ordinateurs, auxquels il faut ajouter environ 3,5 milliards de smartphones, et auxquels il faut ajouter les tablettes, les montres connectées, les consoles de jeux, les écrans publicitaires, les écrans divers et variés, les objets connectés. Et au total, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'objets numériques. Dans la fresque, on évoque 34 milliards d'objets numériques. C'est-à-dire une moyenne de 5 objets numériques par terrien. Sachant que, évidemment, tout le monde n'est pas à la moyenne. Et ça, il y a des grandes disparités. Exactement. Voilà. Dans les pays très développés, comme la France, on va plutôt être à 8 ou 9 ou 10 objets numériques par personne. Et souvent, on peut entendre que le numérique est tellement important dans nos vies, c'est qu'au niveau émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même relativement impactant. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée? Ouais, en fait, l'estimation actuelle, c'est que le numérique représente d'ores et déjà environ 4% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc dit comme ça, peut-être que ça peut sembler pas beaucoup, mais en fait ça l'est. Ça l'est parce qu'il y a plein d'autres sujets évidemment dans nos émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, 4%, c'est déjà plus que l'aviation civile. Ouais. C'est aussi le même ordre de grandeur que la flotte de poids lourds sur Terre. Donc en fait, c'est déjà des vrais beaux sujets. Par exemple, on parle beaucoup de l'aviation et à juste titre. Voilà, le numérique, c'est de ce niveau-là, avec la caractéristique que l'aviation, c'est assez facile de taper dessus parce que ça concerne finalement qu'une petite partie de la population mondiale, alors que le numérique, c'est plus dur parce qu'il touche tout le monde et il est beaucoup plus réparti sur la population mondiale, malgré ce qu'on vient d'évoquer sur les équipements. Il touche beaucoup plus de population mondiale. Et puis, en plus de ça, il est vraiment trompeur parce que, comme je disais au début, il donne l'illusion, vu que rien ne vibre, vu qu'il y a pas d'odeur, il y a rien qui bouge, on a l'impression que tout est clean. Et c'est pas le cas. Donc, c'est déjà 4%, c'est déjà beaucoup dans nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parle que du sujet climat, là. Mais 4%, en plus de ça, en très forte croissance. C'est ça qui est vraiment perturbant. C'est que c'est une dynamique de croissance très, très, très rapide, justement parce qu'on se leurre un peu en se disant si c'est numérique, c'est clean, donc on y va et on va tout résoudre grâce au numérique. Et donc, on est sur une tendance de croissance très, très forte. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Il y a différents scénarios pour l'avenir, forcément. Et dans certains scénarios, la contribution du numérique double et on atteint 8, 9, 10% de nos émissions de gaz à effet de serre dès 2025. Donc, c'est fou. Demain. Ouais. Et ça, c'est l'ordre de grandeur d'énormes sujets dans nos émissions de gaz à effet de serre, comme la viande rouge ou la voiture individuelle. Donc vraiment des énormes sujets. Le numérique est en passe de devenir ça parce qu'on l'utilise beaucoup et parce que on est persuadé qu'il n'a pas d'impact, alors si, il en a. Et donc on sait qu'au global, on doit baisser nos émissions. Et là, il y a un sujet qui fait le contraire, qui est en train de les augmenter très très vite, très très fortement.
Donc ça va pas dans le bon sens, quoi. Écoute, merci beaucoup Aurélien. Et toi, malgré ce constat, comment est-ce que tu vas personnellement? Eh bien, comment comment je vais personnellement? Ça va à peu près bien, ça va à peu près bien. En fait, à chaque fois qu'on creuse, au sens figuré, qu'on approfondit un sujet, comme quand on participe à une fresque, quelle qu'elle soit, je pense, on est perturbé au début parce que toutes ces infos sont désagréables. Un peu comme dans Matrix, j'adore ce film. Regardez, choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. Ouais. Voilà, choisir la pilule qui te fait voir un monde pas beau. C'est perturbant. C'est perturbant. Mais en même temps, si c'est bien comme ça qu'il est, et c'est le cas, moi je préfère savoir et je préfère du coup m'emparer du sujet pour essayer de contribuer à améliorer la situation. J'ai pas la prétention de résoudre le problème, mais en tout cas, ça me fait du bien, moi à titre perso, de contribuer à aller dans la bonne direction. Du moins, c'est ce que j'estime. Et du coup, même si le sujet est lourd, même si tous ces sujets environnementaux sont lourds, ça fait du bien d'agir et de se bouger. Et puis, en fin de compte, de voir que petit à petit, les choses changent dans le bon sens, même si, bien sûr, ça va jamais assez vite. Ça fait du bien de contribuer, d'agir à ce que ça bouge et de voir que, ouais, en fait, ça bouge un petit peu. Donc, je me sens pas parfaitement bien, mais je suis quand même heureux de contribuer à ce que les choses aillent de mieux en mieux. C'est vraiment la notion d'avoir le courage de regarder la réalité en face pour mieux pour pouvoir la moduler positivement. Et du coup, ça Mmh. va nous amener à la phase de contexte. C'est que comment est-ce que tu agis aujourd'hui pour maintenir comme ça cette volonté d'agir sur les choses? Eh bien, j'en ai fait mon activité pro, en fait, ce que je fais, c'est que, je sensibilise, autour de moi. Je sensibilise tout type de public, parce que je pense qu'une des clés pour que les choses changent, c'est qu'il faut que le plus de monde possible ait conscience qu'on s'y prend mal, ait conscience qu'il y a un problème. Voilà, je pense que personne ne cherche de solution à un problème qu'il ne connaît pas Mmh. ou qu'il a mal compris. Voilà, donc ça me semble la base de la base. Et ma principale préoccupation, c'est vraiment de sensibiliser, même si ce n'est qu'en surface, c'est-à-dire même si les gens ne vont pas tout de suite dans le fond des problèmes, que l'alerte soit répandue le plus largement possible. Ça, c'est ma préoccupation numéro un. Et c'est à ça que je consacre ma vie, en fait, finalement, depuis quelques années. Essayer de sensibiliser le plus largement possible pour que les gens s'emparent des sujets et réfléchissent à des actions qu'ils peuvent mettre en œuvre. C'est-à-dire que je considère que je n'ai pas de solution, moi, clé en main, à mettre dans les mains et les têtes des gens. Ce que je pense important, c'est que les gens choisissent par eux-mêmes et donc s'emparent des questions à Mmh. partir du moment où ils ont compris qu'il y avait un problème. Moi, c'est la manière dont je vois les choses. Il y a d'autres manières de voir les choses, hein, mais donc ma préoccupation numéro un, c'est de sensibiliser, d'alerter d'une manière qui donne envie aux gens de s'emparer des problèmes, de s'approprier les informations pour choisir eux-mêmes les actions qu'ils veulent mener, quoi. Alors pour sensibiliser, tu es le créateur, le co-créateur, avec Yvain, de la fresque du numérique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet atelier pédagogique? Absolument. C'est un atelier dérivé de la fresque du climat qui reprend exactement la même pédagogie. Donc, c'est un atelier qui se fait en équipe. On réunit des équipes de 5 à 7 participants, on va dire. Et les participants, en discutant entre eux, doivent organiser des cartes que l'animateur leur remet petit à petit. Voilà, donc c'est le principe des fresques. Et là, dans la fresque du numérique, ces cartes décrivent toute une étape des impacts environnementaux du numérique. Et il y a des indices entre les cartes pour que les participants mènent l'enquête et reconstituent une sorte de puzzle, quoi, un grand schéma, une Mmh. fresque qui décrit les impacts environnementaux du numérique. Et quand ils font ça, petit à petit, ils s'approprient les informations, ils comprennent bien, ils retiennent bien, et à la fin, ils ont bien en tête tous les impacts environnementaux du numérique. Alors ça, c'est que la première étape des ateliers. Comme dans la fresque du climat, il y a une étape de créativité qui permet de prendre un peu de recul. Donc le but, c'est que les participants personnalisent leur fresque, qu'ils lui trouvent un titre, qu'ils ajoutent des petits dessins, des décorations, les aider à exprimer ce que tout ça leur inspire.
et ils organisent le schéma au mieux. Donc, c'est un temps d'appropriation vraiment des informations qui sont dedans. Ça permet de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur. Ensuite, il y a une étape de restitution. Donc, on invite les participants à expliquer comment ils ont personnalisé leurs fresques. Donc, ça les aide à répéter les informations, à se les approprier, en fait, en verbalisant. Et puis, on les aide aussi à exprimer qu'ils trouvent ça désagréable, parce que c'est assez inévitable. Les infos sont désagréables. Puis, on fait un ancrage, c'est-à-dire l'animateur, avec l'aide des participants éventuellement, répète les informations, au moins les infos principales, pour que toutes les infos soient bien gardées en tête. Et puis, enfin, on termine l'atelier sur des infos positives, parce qu'on parle de tout ce qu'on peut faire pour rendre le numérique plus durable, plus responsable. Et heureusement, on peut faire plein de choses. Et ce qu'on veut, c'est que les participants constatent ça, qu'on constate que, ah ouais, tiens, en fait, on peut faire plein de choses. Et donc, pour ça, c'est assez différent de la fresque du climat, parce que nous, on a pris le parti de proposer des cartes, de nouvelles cartes, qui chacune décrit une action, un truc qu'on peut faire pour rendre le numérique plus durable. Donc, les participants sont assistés dans cette recherche d'idées de tout ce qu'ils peuvent faire grâce aux cartes. Donc, généralement, ils ressortent assez contents et pas très frustrés, parce qu'ils ont vraiment en tête des trucs qu'ils peuvent faire, quoi. Donc, atelier conçu avec Yvain Mouneux. Et comment on s'est rencontrés avec Yvain? Eh ben, parce que tous les deux, on était animateurs et formateurs d'animateurs de la fresque du climat. Donc, on s'est rencontrés autour de la fresque du climat. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait aussi en commun le sujet du numérique, dans le sens où tous les deux, on a travaillé un peu dans ce secteur. Et tous les deux, on a creusé, on a approfondi le sujet des impacts environnementaux du numérique. Et donc, voilà, on est arrivé au constat, ah tiens, c'est drôle, on a une méthode pédagogique qui est super efficace, c'est la fresque. Et puis, à côté de ça, il y a un sujet qu'on aimerait bien expliquer autour de nous, c'est les impacts environnementaux du numérique. Oh, et tiens, si on utilisait la fresque pour parler des impacts environnementaux du numérique, et puis paf, ça fait la fresque du numérique. Et si on souhaite justement participer à cette fresque du numérique, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est très simple, parce que nous avons un site web, alors un site web éco-conçu, bien sûr, mais nous avons un site web qui s'appelle fresquedunumérique.org, fresque du numérique tout attaché, et là, on peut s'inscrire à un atelier, voilà, tout simplement, à un atelier citoyen. Mais on peut aussi demander l'intervention d'un animateur pro dans son entreprise ou dans une organisation publique. On peut aussi demander l'organisation d'un atelier dans son école, dans son établissement du supérieur. Donc, il y a bien les 3 modalités d'inscription qui sont accessibles par le site web. Les citoyens, les entreprises, les écoles. Voilà, on a mis en place les trois types d'offres. À ce jour, on a quasiment 8000 participants à l'atelier en décembre 2021 et on a formé à peu près 700 animateurs. Donc, ça avance petit à petit. On est dans la roue de la fresque du climat. Ouais. Et on suit derrière. Tu as parlé d'une rencontre avec Yvain, le co-créateur avec toi de la fresque du numérique. Est-ce que tu as eu d'autres rencontres ou de moments décisifs comme ça qui t'ont fait vraiment basculer dans une volonté d'agir? Ouais, tout à fait. Je vais parler de la fameuse rencontre avec Philippe Biwix. Il se trouve que moi, mon parcours perso, alors pour faire super vite, je suis ingénieur de l'école centrale de Lyon. Et j'ai passé 20 ans dans l'automobile pour le groupe PSA. Et en fait, depuis 2006, donc ça fait 15 ans maintenant, j'ai co-créé avec d'autres une asso qui s'appelle Centrale Énergie. Donc c'est un truc de centralien et on donne des conférences, on fait intervenir des gens pour des conférences autour de la transition énergétique. Alors c'est comme ça que j'ai rencontré Cédric Ingenbach, qui a créé plus tard la fresque du climat. Et c'est comme ça que moi, je suis arrivé à la fresque du climat. C'est parce que je connaissais Cédric et que j'étais dans une démarche de quitter PSA. Je voulais quitter PSA. Je savais pas encore que j'allais faire de la fresque du climat. Je voulais quitter PSA. Et pourquoi? Parce que au sein de Centrale Énergie, j'ai lu Jean-Marc Jancovici, par exemple. Donc, ça fait des années que j'étais motivé par un gros désir de changement. Et j'ai essayé de faire des trucs chez PSA. J'ai fait des trucs chez PSA pour réduire l'empreinte environnementale de PSA, mais j'étais pas complètement satisfait. Et
il y a plusieurs trucs qui m'ont fait passer à l'acte de quitter PSA, mais un élément fort, c'est que Central Energy a fait venir Philippe Biwix, qui est centralien lui aussi, de Paris, et il a fait une conférence sur les matières déjà. Et sur le fond de son intervention, déjà, ça m'avait touché parce que j'avais principalement en tête jusque-là le sujet énergie-climat. Ça, c'est la déformation jankovicienne. Et Philippe Biwix, il m'a apporté un autre œil et qui m'a fait mal le soir de la conférence, parmi les infos qu'il apportait, parce que j'ai réalisé que c'est ce que je disais en intro, mince, il y a plusieurs limites planétaires. Voilà, j'avais pas trop cette notion en tête à ce moment-là. Donc, première partie de la soirée, bam, ça m'a fait mal là-dessus. Mais à la fin de sa conférence, il y a eu des questions. Et il y a une question d'un jeune ingénieur qui m'a beaucoup plu sur le moment. Quand la question a été posée, je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne question ça. Parce que la personne lui a dit, OK, donc il y a un problème de matière en plus d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous recommandez à un jeune ingénieur? Sur quel secteur technologique faut-il investir en gros? C'est quoi la technologie d'avenir? Et vraiment, je me suis dit, intéressant, parce que du coup, moi, je vais quitter PSA, peut-être que je vais trouver des idées. Et puis, Biwix, il n'a pas répondu. Il a dit, mais non, mais en fait, j'en connais pas. J'en connais pas. Je pense que vous avez mal compris. Et je pense qu'il n'y a pas de solution technologique, en fait. Moi, je reformule, en fait, avec ce que j'en retiens, mais... Ouais. Et tout ce qu'il a dit, c'est ce que je vous invite simplement à faire, c'est réaliser qu'il y a un gros problème et changer de mode de vie et résister, en gros. Et il faut tout changer, c'est pas juste une technologie. Voilà. Bon, et ça m'a mis une grosse claque et ça m'a fait cogiter beaucoup. Et en fin de compte, c'est ça qui m'a donné le courage de sortir de PSA. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, le problème est gros et je veux pas finir ma carrière, même pas en parlant de carrière, je m'en foutais de ma carrière, mais je veux pas finir ma vie en me disant que j'ai rien essayé. Et donc, voilà, j'essaye et puis c'était parti. Voilà. Après, je suis parti de PSA dans les semaines qui ont suivi. Et puis tralala, j'ai fait la fresque du climat, j'ai rencontré Yvain et ainsi de suite. Très, très inspirant. Merci beaucoup pour ce partage. On arrive tout doucement à la dernière partie de ce podcast et on va parler un petit peu de quelques pistes d'action. Alors la question, c'est Aurélien, quelles sont pour toi les 3 actions avec le plus d'impact positif pour ta planète et pourquoi? Du coup, je pense qu'on peut centrer ça autour du sujet du numérique. Et, encore une fois, parce que c'est le numérique, mais aussi, je pense, parce qu'il est très emblématique de notre mode de vie actuel. Donc, à la limite, ça pourrait se transposer à d'autres secteurs. Je pense que ce qu'on peut faire, en tout cas, moi, ce que je m'efforce de faire, voilà, à titre individuel, c'est, premièrement, de prendre soin de mes objets numériques. Donc, j'en prends soin, je les fais durer le plus possible et de manière à les renouveler le moins possible. Donc ça, c'est le premier point clé, je pense, c'est prendre soin du matériel, reconnaître qu'il a beaucoup de valeur. Tu parlais tout à l'heure du sac à dos. Dans le numérique, les objets ont un énorme sac à dos parce que c'est des matières précieuses. Alors, il y a des métaux précieux au sens propre, mais pour moi, c'est précieux parce que ça fait l'objet de beaucoup d'attention. C'est des matières en toute petite quantité, organisées très spécialement dans des tout petits espaces. Voilà, c'est des trucs précieux. Pour moi, c'est inconcevable qu'on les maltraite et qu'on les laisse tomber. Quand je vois les pubs des derniers iPhones, la pub est basée sur le fait que le téléphone tombe. Moi, ça me fait bondir, en fait. Ça m'arrache le cœur vraiment. Donc, voilà, il y a cette notion de soin, de faire durer, voilà, d'allonger la durée de vie. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, voilà, c'est un premier truc qu'on peut faire. La deuxième action, j'ai envie de parler de sobriété, évidemment. Voilà, c'est un truc dans lequel j'essaye d'être, que j'essaye d'incarner aussi. Concernant le numérique, la sobriété, ça peut se traduire par essayer de dénumériser ses activités. Donc, moi, j'essaye de dénumériser mes activités. Donc, au maximum, je me dis, est-ce que
Je pourrais pas voir la personne plutôt que lui envoyer un mail. Est-ce que je peux pas appeler la personne plutôt que lui envoyer un message sur Telegram? Voilà, qu'il y ait le plus de contacts directs et le moins de numérique possible. Est-ce que je peux pas payer en liquide, avec du liquide que moi-même j'essaie de récolter de l'argent en liquide et sans aller forcément au distributeur. Enfin bref, d'essayer de limiter mon usage du numérique au strict nécessaire. Donc ouais, typiquement, j'ai un smartphone, hein, mais j'ai enlevé toutes les notifs dessus, sauf pour le téléphone qui sonne et les SMS, mais de manière à me concentrer à l'essentiel. Bon, il y a une question de santé mentale aussi derrière, évidemment, parce que il y a un envahissement cognitif à recevoir plein de notifs, hein, mais ça m'aide à sortir le plus possible le numérique de ma vie. Je veux pas qu'il disparaisse de ma vie, je veux juste qu'il se limite à l'essentiel au moment où il m'est le plus utile. La sobriété, c'est en fait, j'ai vu ça dans un livre de Pierre Rabhi, qui est l'auteur de La sobriété heureuse, donc forcément, mais il y a une définition de sobriété que j'aime beaucoup, c'est savoir se contenter de ce qu'on a, savoir se dire « ça me suffit ». Et en fait, quand tu réfléchis à ça, tu t'aperçois que le niveau qui te suffit, il est très très bas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vis. Et ok, on peut toujours plus, ouais, c'est clair, mais en fait, il y a un niveau minimal qui est pas loin du niveau vital. Ok, celui-là, on peut faire beaucoup de choses pour essayer de l'avoir, mais au-delà, en fait, on peut très souvent zapper et se dire mais non, ce que j'ai, ça me suffit, c'est très cool, et ça m'empêche pas d'être heureux, et voire même au contraire, je suis plus heureux si je me contente du nécessaire, parce que je suis pas pollué par une frustration permanente d'essayer d'avoir plus, d'essayer d'avoir comme le voisin, d'essayer d'avoir mieux que l'année dernière et tout. Non, voilà. Donc, le deuxième point, c'est la sobriété, et dans le numérique, c'est peut-être dénumériser un peu, beaucoup, nos activités. Et puis, la troisième chose qu'on peut faire, forcément, c'est sensibiliser autour de soi. Et donc, en utilisant les fresques, hein, puisque les fresques sont des outils géniaux, notamment pour ça, parce que c'est des outils conçus pour être pris en main facilement et utilisés autour de soi et passer le mot. Et comme je disais, pour moi, c'est le truc le plus important, de passer le mot pour que tout le monde s'empare des sujets et décide qu'il y a des choses à faire dans sa vie. C'est important de sensibiliser autour de soi, carrément. Complètement d'accord. Donc, si je résume, prendre soin, sobriété, sensibiliser. Merci beaucoup pour ton top 3. L'avant-dernière question, c'est de ton point de vue, quel est le plus grand défi pour les années à venir? Pour moi, ça fait suite à toutes les réflexions que j'évoquais là autour de Philippe Biwix, etc., des limites planétaires. Pour moi, le plus grand défi, il n'est pas technologique. Voilà, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais je pense aujourd'hui que le plus grand défi, il est d'ordre organisationnel, voire humain. En fait, c'est qu'on arrive à travailler ensemble autrement que poussé par l'envie de croissance économique. Voilà, pour moi, c'est ça le plus gros défi. Donc, ça veut dire plusieurs choses qui sont dans l'air du temps, mais ça veut dire apprendre à coopérer et apprendre à vivre sans croissance économique et sans avoir besoin de se tirer la bourre. Tout ça, c'est des trucs nouveaux et qu'on n'a jamais appris. Enfin, moi, perso, dans mon parcours personnel, je veux dire, dans mon éducation, quoi, enfin familiale, mais aussi à l'école, etc. Cette idée de coopération, de travail en commun, en équipe, on me l'a jamais inculqué. Et ok, après il y avait tout un tas de discours management sur le fait de savoir travailler en équipe, etc. Mais pas du tout dans la même idée. Et je trouve que ça manque aujourd'hui. Les choses sont en train de changer, hein, justement, ça fait partie des trucs qui changent. Mais pour moi, ça va être un gros défi d'arriver à travailler tous ensemble en sortant du désir de croissance éternelle. Parce que qui dit croissance économique, en fait, dit croissance matérielle et à la fin dit croissance des impacts environnementaux. Or, on sait aujourd'hui que tout ça doit être limité. Donc, ça nous fait vraiment changer de schéma mental de manière très très forte. Or, vu on continue d'avancer vers plus de compétition et de croissance, et qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre,
le changement de mentalité, il est de plus en plus dur, quoi, je pense. Donc, c'est un gros défi de changer de modèle sans se taper dessus, en clair. C'est ça le défi. Et c'est chaud. C'est chaud, mais je pense qu'on va y arriver. En tout cas, je sais que c'est possible. Parce que, voilà, dans mon parcours perso aussi, j'ai croisé des techniques de coopération dont j'ignorais l'existence. Et je vois qu'il y a plein d'initiatives qui parlent de ça, qui essayent de déployer ça. Et je trouve ça hyper encourageant et hyper intéressant déjà à titre perso, mais aussi hyper encourageant parce que ça veut dire que c'est possible. On n'est pas condamné à se taper dessus, pas du tout. Alors justement, ça nous amène à la dernière question. C'est qu'Aurélien, je vais t'inviter à un petit exercice de pensée. C'est qu'on va se projeter en 2050. Et la question, c'est comment imagines-tu ta planète dans une trentaine d'années ? Je l'imagine libérée de notre mode de fonctionnement actuel. Voilà, une planète où on arrive à fonctionner ensemble au niveau mondial, parce que voilà, c'est ça aussi le but. Hein. C'est pas juste que dans la Creuse il y a une communauté éclairée qui vive en harmonie avec la nature. C'est bien que le changement soit mondial. C'est impératif, sinon ça marchera pas. Mais donc, oui, je pense qu'on va y arriver. En tout cas, je sais que c'est possible et qu'on arrive à fonctionner tous ensemble. On serait. Je sais que ça correspond pas au récit futuriste qu'on voit au cinéma. On en parlait à midi avec d'autres fasqueurs d'ailleurs, mais un monde où on serait plus proche du monde vivant, quoi. Ça semble tellement évident. Et là aussi, j'ai appris tellement de trucs dernièrement dans mon parcours d'apprentissage, quoi. Je découvre tellement de trucs dont j'avais finalement jamais entendu parler. Ça me fait mal, mais ça me donne aussi espoir. C'est qu'il y a plein de trucs à apprendre sur le monde vivant et il y a moyen de fonctionner avec le monde vivant sans taper dans les limites planétaires. Bon, voilà, donc le défi, c'est d'arriver à propager tout ça, mais je sais que c'est possible. Donc, on peut imaginer une société mondialisée. C'est très à la mode, hein, je pense, de prononcer tous ces mots, mais une société mondialisée et qui fonctionne pour autant de manière très locale. Avec des cercles locaux très forts et qui sont à chaque fois en harmonie avec l'écosystème local. Voilà. Et tout ça, ça peut marcher. Et donc, moi, j'imagine le monde du futur comme ça. Ça n'empêche pas d'avoir du numérique un peu, ça n'empêche pas d'avoir plein de choses modernes, mais de manière parcimonieuse au juste nécessaire. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot pour conclure ? Il y a un film dont je me suis souvenu tout à l'heure, justement, qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault, quand je l'ai vu il y a quelques années, je l'ai pas compris tout de suite, mais avec le recul, je trouve ça décrit en partie, hein, mais ça décrit une société qui pourrait être notre société du futur. Et c'est intéressant de revoir ça, puisque ça peut être une société désirable en réalité. En tout cas, c'est une société qui fonctionne. Et puis, sinon, j'adore le film Matrix, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais je le trouve vraiment, vraiment fascinant sur la pilule rouge, la pilule bleue, mais aussi sur le thème du changement de regard, d'un autre regard qu'on nous impose. Donc, c'est la question des récits, en fait. Et là, on est formaté pour voir le monde d'une certaine manière, mais on peut sortir de ça, quoi. On peut, à force d'apprentissage et en apprenant, en communiquant correctement des infos factuelles et scientifiques, on peut changer le regard et voir les choses vraiment très différemment. Tout à fait, un film à plusieurs niveaux de lecture. Exactement. Et après, en termes de livres, les deux derniers, parmi les deux derniers que j'ai lus, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Sapiens, qui fait beaucoup réfléchir aussi, qui est pas tout jeune, et puis Le Bug Humain aussi. Très intéressant, que je recommande. Aurélien, merci beaucoup pour ton temps et à bientôt. Je t'en prie. À bientôt et bonnes fresques surtout. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!